Le risque sur l'emploi, pour moi, il est largement sous-estimé. C'est pas du tout une technologie qui crée des nouveaux emplois, c'est une technologie extrêmement destructrice. Mais je crois que le danger, il n'est pas de l'ordre métaphysique, c'est un danger d'ordre politique. C'est de voir ces grandes sociétés qui prennent un empire de plus en plus grand dans le monde et qui se substituent aux États. Plus j'ai analysé le scénario de ce qu'on appelle une super-intelligence, donc la capacité d'un système informatique à largement dépasser les capacités cognitives humaines, je me suis rendu compte d'un certain nombre de signaux qui montrent que ça pourrait arriver beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer. Je suis inquiet. Et vous voyez, je ne suis pas inquiet pour la même raison. Bonjour et bienvenue dans ce débat sur un sujet en pleine effervescence, l'intelligence artificielle. L'IA est-elle sur le point de nous dépasser ? Quand atteindra-t-on l'IA surhumaine ? Faut-il avoir peur de cette nouvelle technologie ? Aujourd'hui, nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec deux invités de taille. Jean-Gabriel Guénassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, philosophe, professeur d'informatique à Sorbonne Université et auteur d'une dizaine d'ouvrages sur l'intelligence artificielle. Dans votre livre le plus populaire, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle ? Vous expliquez que l'idée qu'une IA qui dépasserait l'intelligence humaine et qui s'auto-améliorerait jusqu'à devenir incontrôlable relève finalement davantage d'une sorte de mythe moderne plutôt que d'une perspective scientifique crédible. Flavien Chervet, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, conférencier, prospectiviste et auteur de 3 ouvrages sur l'intelligence artificielle. Dans votre dernier livre, Hyperarm, Anatomie d'une intranquillité planétaire, vous expliquez qu'une super intelligence artificielle, une IA plus intelligente que l'humanité entière, pourrait arriver dans les 5 prochaines années et qu'elle pose potentiellement un risque existentiel. Afin de poser les bases, Flavien, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous amène à penser ça ? J'ai pas dit que je pensais ça. Mon bouquin défend pas une opinion. Je montre que, comme je fais de la prospective, j'essaye d'élaborer un éventail de scénarios, de voir un peu leur crédibilité, sur quels arguments ils se fondent, quels sont les signaux faibles qu'on peut trouver aujourd'hui qui mènent à ces scénarios, ou quelles sont les apories logiques, physiques de ces scénarios. Et plus j'ai analysé le scénario de ce qu'on appelle une super-intelligence, donc la capacité d'un système informatique à largement dépasser les capacités cognitives humaines, plus je vais plonger dans ce scénario, moins j'ai trouvé d'arguments qui réellement étaient des limites fondamentales à ce que ça arrive. Et en plus, en étudiant ce scénario, je me suis rendu compte d'un certain nombre de signaux qui montrent que ça pourrait arriver beaucoup plus vite que ce qu'on peut imaginer et qu'il y a une crédibilité suffisamment forte pour que ça arrive dans les 3 à 10 prochaines années pour qu'on prenne ça comme un sujet critique aujourd'hui. D'où aussi le titre du livre, Hyperarm, qui est un petit peu provocateur dans ce sens-là, et le sous-titre, Intranquillité. Il ne faut pas avoir peur, mais il ne faut surtout pas se rassurer vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien dire ça, en France, on aime être désabusé. Ça donne l'impression qu'on est intelligent. Et donc, on adore les discours un peu désabusés sur l'intelligence artificielle qui sont là pour pour rassurer. On a vu récemment, il y a en plus eu une polémique assez forte autour d'un certain monsieur qui tient ce genre de discours. Et je pense que c'est pas mal que ça éveille aussi au danger d'avoir un discours trop rassurant. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un discours de peur, mais aujourd'hui, vis-à-vis de la question de l'IA, si on n'est pas un peu intranquille, je pense qu'on n'a pas vraiment pris en compte l'ampleur du sujet. Plus concrètement, c'est quoi qui vous amène à penser que cette super-intelligence artificielle peut raisonnablement arriver dans les prochaines années potentiellement ? Il y a plein d'arguments à ça. Alors déjà, pour préciser un tout petit peu, une super-intelligence artificielle, dans ma définition, c'est pas à comparer à un humain. Donc, j'aime pas du tout dire intelligence surhumaine. Pour moi, c'est 2 ordres différents. On se trompe de catégorie si on parle d'intelligence artificielle générale ou de super-intelligence en termes d'intelligence artificielle humaine générale ou de super-intelligence humaine. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'un avion ne vole pas parce qu'il bat pas des ailes. Il vole par un autre prisme, par une autre mécanique que celle des oiseaux. Et donc, on est en train de faire de l'intelligence artificielle par une mécanique très différente de celle qui est la nôtre en tant qu'être humain. La preuve, c'est l'efficience énergétique de ces systèmes qui est bien moindre que celle d'un cerveau humain. Donc, quand on parle de super-intelligence artificielle, j'aime bien avoir une définition un peu pragmatique et pas trop essentialiste. C'est pas dire quelque chose qui est plus intelligent que l'humain comme l'humain, qui dépasse l'humain en intelligence. C'est quelque chose qui est capable de réaliser
toutes les tâches cognitives que réalise un être humain de façon du coup plus efficace si c'est une super-intelligence. Ou même beaucoup plus de tâches qu'un être humain, ou même des tâches très différentes. C'est-à-dire que ça peut être un autre type de généralité. L'humain n'est pas le parangon de la généralité, et c'est même pas très général, l'intelligence humaine. Donc quand on a dit ça, je pense que les arguments qui sont intéressants, d'une part, c'est de dire que l'intelligence artificielle telle qu'elle se développe aujourd'hui a accès à une donnée extrêmement pléthorique, et de par cette donnée-là, elle est capable, donc les LLM par défaut fonctionnent plutôt par mémorisation de ces données. Donc les LLM, c'est les technologies derrière ChatGPT, exactement, par exemple. Les grands modèles de langue, donc les technologies qui simulent le langage, qui apprennent sur des données, surtout de langage, qui sont capables de parler à la manière d'un être humain, en effet. Et comme ces systèmes apprennent sur toute la connaissance de l'humanité, ils développent une capacité généraliste de connaissance qui dépasse largement celle de l'humain. Et donc, c'est des moteurs de connaissance qui, on peut débattre du moteur d'intelligence, j'y viendrai juste après, mais des moteurs de connaissance qui sont déjà beaucoup, beaucoup plus vastes que tout ce qu'un humain peut connaître. Alors, l'intelligence, c'est pas avoir la tête bien remplie, c'est avoir la tête bien faite. Donc, il y a l'idée aussi après de comment tu manipules ces connaissances. Et ce qu'on voit avec les LLM aujourd'hui, c'est que quand on intègre des mécanismes qu'on appelle de raisonnement, qui ne sont pas, encore une fois, des raisonnements comme l'être humain, on les appelle de raisonnement un peu par abus de langage, mais quand on met ces capacités de raisonnement dans les systèmes, ils commencent à être capables de manipuler ces connaissances pour générer des nouvelles réponses à des nouvelles questions. On dit on the fly en anglais, à la volée. C'est ce qu'a démontré O3 face à l'évaluation ARC, qui est une évaluation qui teste la capacité à s'adapter à la nouveauté. Les LLM basiques sont incapables de le faire. Les LLM qui ont ces technologies de raisonnement commencent à être capables de le faire avec beaucoup de pertinence. Et puis, du coup, si on pousse un petit peu le cap avec les technologies actuelles, quand on ajoute une capacité de mémoire, ce qui est en train d'être beaucoup travaillé, ce qu'on appelle le continuous learning, le fait que le système puisse continuer à apprendre tout au long de son existence, une hiérarchie des connaissances un peu mieux structurée avec toutes les technologies qu'on appelle de graphes, etc., on commence à avoir autour du LLM un ensemble de briques qui, par d'autres mécanismes que le cerveau humain, encore une fois, commencent à simuler tout ce qu'on peut attendre de l'intelligence, à produire tous les résultats de l'intelligence, et il commence à être très difficile de trouver une tâche que l'humain est capable de réaliser, une tâche cognitive, et que ces systèmes ne sont pas capables de réaliser. Et une des tâches cognitives d'un être humain, c'est de faire de la recherche en IA. Et donc, on commence à simuler la recherche en IA, avoir beaucoup de systèmes qui aident les scientifiques à faire de la recherche en IA, voire même qui font un peu de la recherche autonome. C'est notamment les travaux de Sakana AI et de Google sur ce sujet. Et donc, on peut s'attendre à ce que ces systèmes, ça commence à arriver, produisent aussi des améliorations des systèmes d'IA. Et donc, on verra si ça se met en place comme une boucle de rétroaction positive, mais en tout cas, une accélération assez forte de l'amélioration des systèmes d'IA qui nous amène, encore une fois, pas à des super-humains, mais à des systèmes informatiques qui, dans une très 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 vaste gamme de tâches cognitives, dépassent largement les capacités humaines. Et il n'y a pas de limite physique à ça. Le cerveau humain n'est pas parfaitement optimal. Il est optimal par rapport à sa niche écologique pour laquelle il a été progressivement conçu par l'évolution naturelle, on va dire. Mais il n'a pas du tout accès à toute l'énergie qu'on peut mettre dans les systèmes d'IA, il n'a pas accès à la même vitesse de calcul, il n'a pas accès à tous les algorithmes qu'on peut mettre dans un système d'IA, et il est largement améliorable. Donc, ce n'est pas du tout une borne supérieure à ce qu'il est capable de faire dans l'univers en termes d'intelligence, a priori. En tout cas, il n'y a rien qui le démontre. Donc, pour moi, il n'y a pas de limite fondamentale, et il y a des mécanismes fondés sur ce qui se passe aujourd'hui et qui sont relativement crédibles dans l'avenir, qui permettent de se dire que dans 4-5 ans, on pourra avoir des systèmes comme cela. Et si c'est le cas, peu importe qu'ils soient intelligents réellement ou non, selon la définition qu'on donne d'intelligence, l'impact qu'ils vont avoir sur notre société, il est en effet de l'ordre, on peut dire de l'existentiel, c'est une petite probabilité dans le spectre des possibles, mais en tout cas, il est de l'ordre du catastrophique au sens au sens presque mathématique, d'un point d'inflexion, une transition de phase dans notre civilisation. Jean-Gabriel, de votre côté, qu'est-ce qui vous amène à être davantage sceptique de ce genre de scénario ? C'est un beau scénario pour faire de la science-fiction. Enfin, je veux dire, du point de vue esthétique, je ne suis pas du tout sceptique là-dessus. Après, il faut savoir quel sens il a. Et bien sûr, c'est là où les problèmes se posent. La notion d'intelligence elle-même. Je crois
extrêmement polysémique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est l'esprit? C'est un aspect de l'intelligence. Le terme initial se réfère à cela. Les philosophes au XVIIe l'utilisaient dans ce sens-là. Mais ça a été abandonné progressivement, d'ailleurs, au profit de l'esprit. Et on n'a pas dit qu'on faisait de l'esprit artificiel. Alors, il y a un deuxième sens, c'est l'ingéniosité. Est-ce qu'on a des machines qui soient plus ingénieuses que nous? Alors là, c'est une question, bien sûr, délicate, parce que sur certains aspects, effectivement, elles nous surprennent. Mais cette ingéniosité totale, ça ne remplit pas, en tout cas, ça n'est pas la fonction elle-même de l'intelligence artificielle, car quelquefois on se dit cette machine est bête ou elle fait différemment de ce qu'on aurait imaginé. Elle peut, sur certains cas de figure, je crois que c'est important, se révéler judicieuse. Mais on montre que les techniques d'intelligence artificielle telles qu'elles existent aujourd'hui sont souvent limitées. Alors il y a deux choses. Il y a dans l'intelligence artificielle des techniques anciennes qui essayaient de reproduire les capacités à résoudre des problèmes et qui obtenaient des résultats tout à fait intéressants et en même temps limités. Et puis des techniques plus récentes qui, paradoxalement d'ailleurs, reprennent des outils antérieurs à l'intelligence artificielle, comme les réseaux de neurones formels, puisque ceux-ci ont été créés avec la cybernétique en 1943. Et ce sont ces techniques qui simulent certains aspects de notre cerveau qui ont donné naissance, entre autres, donc, aux réseaux de neurones profonds, qui permettent d'apprendre de façon extrêmement efficace, et puis, plus tard, à ce qu'on appelle les grands modèles de langage, ou même, de façon plus générale, l'intelligence artificielle générative, avec, par exemple, les techniques de génération d'images. Donc tout ça est extraordinaire, et on obtient des résultats assez époustouflants. Et en même temps, on sait qu'il y a des limites. Et par exemple, apparu en juin 2025, un article dans Le Grand Continent, écrit par un psychologue qui montre que sur la foi d'études qui avaient été faites aux États-Unis, qu'avec les grands modèles de langage, on avait des techniques qui avaient des difficultés à résoudre les problèmes, parce qu'elles ont du mal à raisonner. Des problèmes, par exemple, comme ce qu'on appelle les tours de Hanoï, qui sont des techniques classiques. On apprend à des enfants. Il s'agit de petits disques empilés sur des plots, et on demande de faire passer l'ensemble des disques d'un plot à l'autre, sachant qu'on n'a jamais le droit d'avoir un disque de taille inférieure au-dessous d'un disque de taille supérieure. Alors c'est un jeu assez simple, et les enfants apprennent relativement vite. Et on apprend, lorsque on est étudiant en informatique, à programmer la tour de Hanoï. Alors, on a effectivement avec les LLM une capacité de résoudre ce problème assez rapidement, mais dès que on étend la dimension un nombre beaucoup plus important de disques, le système s'en mêle les pinceaux et ne parvient plus à les résoudre. De même, on sait, parce qu'on a fait des études sur des tests, que les outils, la génération automatique de texte avec les grands modèles de langage se débrouillent assez bien. Et si on change les paramètres, à ce moment-là, on se rend compte qu'ils n'y arrivent plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces machines ne comprennent pas. Elles sont capables d'agir par ce qu'on appelle le pattern matching. En français, le terme ancien, c'était appariement de motifs. C'est-à-dire, vous avez une configuration, et à partir de cette configuration, vous êtes capable de trouver une réponse. Alors, comme on a des réseaux de neurones avec un nombre de paramètres vertigineux, on obtient des dizaines, des centaines, voire des milliers de milliards de connexions, on peut, sur des très gros corpus, apprendre presque toutes les situations. Mais ça ne veut pas dire que la machine comprenne. Et donc, c'est pour ça que cette notion d'ingéniosité pose problème. Alors, je voudrais insister sur un troisième sens, qui est celui d'intelligence dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un malentendu lorsqu'on nous parle d'explosion de l'intelligence, c'est que
l'intelligence artificielle, le sens du terme intelligence, je dis c'est ni l'esprit, ni l'ingéniosité. En réalité, c'est une acception qui a été introduite à la fin du XIXe siècle par des philosophes d'orientation positiviste qui essayaient de naturaliser les problématiques de la philosophie. C'est-à-dire d'aborder la question de l'esprit avec les méthodes des sciences physiques, avec des méthodes expérimentales. Donc ils observaient. Et pour cela, ils ont décomposé l'esprit en facultés mentales. Et l'intelligence, à ce moment-là, désignait l'ensemble de ces facultés mentales. Alors c'est cette acception qui a été reprise au milieu du XXe siècle par un certain nombre de mathématiciens qui avaient découvert ces objets extraordinaires qui étaient les ordinateurs et qui se sont dit, mais on pourrait aborder l'intelligence en ce sens-là, c'est-à-dire l'ensemble des facultés mentales, avec ces ordinateurs pour simuler ces facultés mentales. Et c'est ce qu'on a commencé à faire très tôt. On a commencé à faire simuler le raisonnement, simuler la démonstration de théorèmes, simuler l'apprentissage. Dès 1959, on avait les premières techniques d'apprentissage par renforcement. Essayer aussi de simuler l'apprentissage des réseaux de neurones formels. On a essayé avec le perceptron. Dès 1958, il y avait les premiers programmes. Et donc, on est vraiment dans cette mouvance-là, avec les résultats absolument extraordinaires que l'on a aujourd'hui. La question, bien sûr, qui se pose, c'est d'une part celle de la généralité de l'intelligence. Or, pour moi, ça n'a pas de sens, puisque l'intelligence de l'intelligence artificielle est un ensemble de facultés mentales, et il n'y a pas une substance qu'on est capable d'accumuler avec des machines. Donc, de ce point de vue-là, je n'y crois pas. Et deuxième chose, c'est le fait que les scénarios de ce type-là nous expliquent qu'à un moment donné, il y a une forme d'emballement. C'est de l'ordre de l'exponentiel. Alors, c'est vrai que cette notion est extraordinaire. Moi, j'ai le souvenir, il y a très longtemps, au début du courrier électronique, qu'un jour, il y avait un moment de vacances, une liste de diffusion, et 2 personnes en vacances. Et donc, la liste de diffusion envoie un message, et puis les personnes qui sont en vacances font un reply all, en disant « Ah, je suis désolé, je suis en vacances, je ne suis pas là pour répondre. » Tout le monde reçoit 2 messages. Et puis, malheureusement, le serveur lui-même renvoyait, il se renvoyait. Et donc, ensuite, on avait 4 messages. Et puis, à un moment donné, bien sûr, on se retrouve submergé par un nombre incroyable de messages. Alors, heureusement, dans ce cas-là, on avait un ingénieur système qui, au bout d'un certain temps, comme c'était les vacances, il n'était pas là tous les jours, est venu pour arrêter. Alors, qui plus est, ce qui était drôle, c'est que non seulement on avait beaucoup de messages, mais qui plus est, comme un certain nombre de récipiendaires étaient irrités, ils renvoyaient des messages en disant « Je veux être désabonné !» Et donc, il y avait encore plus de messages. Alors, c'est un peu ce phénomène exponentiel. Bien sûr qu'un certain nombre d'auteurs de science-fiction, de mathématiciens, ça commence très tôt, dès 1965, avec Irving John Good, nous disent voilà, on va avoir tout d'un coup cette intelligence qui va se démultiplier de façon exponentielle. Mais bien sûr, ça n'a de sens que si on conçoit l'intelligence comme une substance qui s'augmente. Or, ça n'est pas le cas, et je crois qu'on n'a pas d'éléments qui nous laissent entendre que ce soit le cas. Flavien, une réaction ? Alors, plein. Le problème, c'est presque d'arriver à se souvenir de tous les éléments où j'ai eu envie de réagir. Je vais commencer avec les tours d'Hanoï, parce que c'est un exemple intéressant, et puis il est très récent. Alors, comme vous l'avez dit, Jean-Gabriel, les LLM, donc les grands modèles de langue, de langage, à partir d'un certain nombre de disques, commencent à s'emmêler les pinceaux. L'humain aussi. À partir d'un certain nombre de disques, les humains ont beaucoup plus de mal à résoudre le problème ou vont mettre beaucoup plus de temps. Et un enfant qui a le problème avec 8 ou 10 disques se débrouille assez vite pour le résoudre. On lui met 120 disques, il va y passer ses vacances. Et un LLM à qui on donne beaucoup de puissance de calcul pour raisonner, si c'est O3 notamment, il y a d'assez fortes chances qu'avec beaucoup de puissance de calcul, il y arrive aussi. O3 qui est un des modèles de raisonnement d'OpenAI. Tout à fait, qui est sorti donc en janvier. Janvier c'était la version. Si, il est sorti en janvier. Et alors juste quand même, les tours de Hanoï, c'est pas récent. C'est l'utilisation des LLM pour résoudre le problème des tours de Hanoï.
et la découverte de la difficulté que les LLM avaient pour le résoudre. Alors sur les enfants, c'est un algorithme, donc dès que l'enfant a compris l'algorithme, même s'il y a 120 tours, bon, c'est très fastidieux, mais il y arrivera, hein, parce que c'est pas très compliqué. Hein, D'ailleurs, un LLM à qui on donne la capacité d'exécuter du code est capable d'écrire le Ah code. bah ça c'est sûr, voilà. ça c'est sûr. Oui. Tout comme un enfant va avoir aussi À souvent condition besoin... qu'on lui Voilà. spécifie bien le problème. Exactement. Et donc, pour moi, c'est un bon exemple aussi d'un argument qu'on a beaucoup en ce moment vis-à-vis de l'IA, c'est de dire l'IA n'est pas capable de X. Et puis, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte que l'humain non plus n'est pas capable de X. Et donc, la question de savoir si ça remet en cause l'intelligence de la machine n'a de sens que si X remet aussi en cause l'intelligence de l'humain. Et a priori, on ne remet pas en cause l'intelligence de l'humain. Et donc, il y a beaucoup d'arguments qui me semblent tomber dans cette case en ce moment. C'est là où j'évoquais le test ARC, qui pour moi est exemplaire en termes de démarche scientifique. Donc, c'est le chercheur François Chollet qui l'a mis en place. Est-ce que vous connaissez François Chollet ? Non. Alors, c'est un chercheur qui est initialement français, mais maintenant il travaille aux États-Unis. Et lui, il a proposé une définition de l'intelligence que je trouve être assez pertinente. Voilà, mais bien sûr, elle n'est pas consensuelle, mais elle est intéressante. Il considère plus ou moins que c'est la capacité à s'adapter à la nouveauté, d'une façon suffisamment efficace, évidemment. Et qui couvre évidemment qu'une des dimensions de l'intelligence. On en a plein d'autres, l'intelligence émotionnelle, sociale, tout ça. On est plutôt dans l'intelligence rationnelle et capacité de résolution de problèmes, ce genre de choses. Et comme il propose cette définition de l'intelligence, bonne pratique scientifique, il propose... il regarde si les systèmes d'IA ont cette capacité. Les humains l'ont plutôt bien, on s'adapte assez bien à la nouveauté, on peut faire plein d'expériences là-dessus. Mais pour voir si les algorithmes l'ont, il propose une expérience. Il veut qu'il y ait une façon d'infirmer sa position, puisque sa position, c'est de dire que les IA ne sont pas capables de s'adapter à la nouveauté parce qu'elles ne font que du pattern matching, c'est de la mémorisation à grande échelle. Lui était convaincu de ça. Donc, il propose une expérience qui s'appelle Arc Challenge. Il va même être très loin puisque il propose $1 million pour celui ou celle qui aurait un algorithme qui arriverait à résoudre Arc Challenge dans un temps raisonnable, avec une puissance de calcul raisonnable. Arc Challenge, c'est un espèce de petit test qu'on peut faire en ligne, on peut jouer à ça, où on a quelques exemples avec des carrés de couleurs et il faut comprendre justement vraiment ce terme de comprendre le pattern, la problématique qui est posée, et puis on a une nouvelle grille, il faut remplir la grille d'une façon qui corresponde au problème posé. Et en fait, chaque itération est complètement nouvelle. C'est là le génie un petit peu de ce test-là, c'est que tous les problèmes posés, il n'y a aucune chance qu'un système d'IA l'ait vu dans ses données d'entraînement. C'est des problèmes complètement nouveaux. Un enfant, on le met devant ça, il a 90% de réussite assez facilement, un enfant de 8-10 ans. Dès qu'on commence à avoir tout ce qu'on appelle une compréhension du monde de base, toutes les connaissances, un petit peu le bon sens, on peut l'appeler comme ça, on arrive très vite à résoudre ça. Et si en effet, nous, on se met devant ce problème, on va en résoudre sûrement 95-96%, on va faire une ou deux erreurs, mais ça va. Donc on le résout très bien. Et jusqu'à très récemment, en effet, les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle arrivaient à faire 2-3%. Ils étaient complètement médiocres. Et donc, ça corroborait très bien la position de François Chollet concernant l'intelligence de ces systèmes. Il disait, par rapport à ma définition de l'intelligence artificielle, ces systèmes sont pas intelligents, c'est de la mémorisation à très grande échelle. Ils ont tellement mémorisé qu'ils couvrent un nombre de cas très impressionnant par rapport à un humain, donc ça nous donne une illusion d'intelligence, mais c'est de la mémorisation. Démarche exemplaire, donc évidemment, ce test ARC est devenu un espèce a été très en vogue, puisque c'était la seule évaluation qu'on n'arrivait pas à faire tomber. Toutes les autres évaluations, la traduction, les maths, le last human exam, donc les questions les plus difficiles dans les sciences humaines, etc., les systèmes d'IA arrivaient à les craquer les uns après les autres. Mais on pouvait toujours les ramener à de la mémorisation à grande échelle, pas celui-là. Et il se trouve que, là aussi, O3, je ne fais pas de pub pour OpenAI, mais ils ont sorti un truc qui est, pour moi, un moment clé dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Le système O3, quand on lui donne beaucoup de puissance de calcul, beaucoup plus qu'un cerveau humain, donc c'est là où ils n'ont pas gagné le $1 million, ils dépensent trop, on lui donne beaucoup de puissance de calcul, il arrive à résoudre à peu près au même niveau que l'être humain Arc Challenge. Et donc François Chollet, voyant ce résultat, exemplarité scientifique, dit on vient d'infirmer
ma théorie. Donc, il faut que je me penche sur la question. Et donc, il a étudié la capacité, en effet, des technologies de raisonnement qu'on pensait du pattern matching, juste qu'on poussait un peu plus, en fait, à utiliser des briques de connaissances qui sont mémorisées dans l'énorme réseau de neurones que sont les grands modèles de langue, et à les manipuler pour synthétiser des nouvelles solutions à partir de briques. Comme on le fait, hein, ça n'existe pas la créativité ex nihilo, on n'invente jamais rien à partir de rien. On reconfigure, on trouve une nouvelle approche parce qu'on rencontre dans le réel quelque chose qui modifie notre modèle du monde, justement. Et donc ce système, avec le raisonnement, ces systèmes arrivent à faire ça. Donc là, je trouve que lui, il a eu une belle exemplarité scientifique. Il est parti d'un vrai observable. Il n'a pas eu ce discours un peu récursif qui consiste à dire l'IA ne peut pas faire X, donc elle n'est pas intelligente parce que l'intelligence c'est X. Ou, plus exactement, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne fait pas quelque chose que l'humain est censé pouvoir faire et qu'en fait, il ne fait pas non plus. Il a vraiment proposé un observable très concret et quand il a été infirmé, cet observable, il a trouvé une théorie plus poussée de sa définition de l'intelligence. Et juste pour terminer, du coup, il a proposé ARC2, une nouvelle évaluation que O3 n'arrive pas à craquer. Mais là, comme avec les disques de Hanoï, les humains n'y arrivent pas non plus. On a 10-12%. O3 à 8%, peut-être, je me trompe peut-être sur ces chiffres-là, je ne me rappelle plus exactement, mais il est un petit peu en dessous de l'humain, mais l'humain est très médiocre aussi, parce qu'en fait, on commence à devoir trouver des tâches cognitives qui sont surhumaines pour mesurer nos systèmes et d'IA. Oui, je crois qu'il est bien clair que les machines, lorsqu'on leur donne une tâche cognitive, qu'on les prépare pour réaliser une tâche cognitive, sont capables très souvent de le faire mieux que nous. Ça fait très longtemps, elles font des multiplications bien plus rapidement que nous, et puis aujourd'hui, elles sont capables de réaliser des choses incroyables. Hein. Elles reconnaissent des visages mieux que nous, hein. Elles peuvent déceler des détails, mais les animaux ont des capacités aussi mentales. Ma question n'est pas là. Hein. Ce n'est pas une tâche particulière. Hein. C'est ce concept d'intelligence qui nous dépasserait. C'est là où moi j'ai vraiment des doutes par rapport à ce scénario de science-fiction qui nous est serait né depuis longtemps, parce que c'est un très très vieux scénario qui nous explique, attention, ça va arriver, et à ce moment-là, l'homme va être débordé puisqu'il va y avoir une autonomisation de la machine qui va nous échapper. Et c'est là, bien sûr, où je trouve que les arguments qui sont déployés sont extrêmement faibles lorsqu'on les analyse en détail. Dans cette question de l'échappement, qu'elle nous surprenne, ça c'est bien sûr quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Le début même avant que le nom d'intelligence artificielle ait été introduit, mais ce qu'on juge souvent comme étant le papier princeps, qui est celui d'Alan Turing. Qu'est-ce que ça veut dire penser pour une machine en 1950 nous parle des différentes objections qui sont faites à l'idée qu'une machine puisse penser. Et ce qui veut dire, quand il dit penser, c'est donner l'illusion que la machine pense. Et dit, l'une des objections, c'est que la machine n'aurait pas de capacité créative. Et il nous dit, si, bien sûr. Lui-même nous raconte qu'avec un programme très simple, il est capable d'obtenir un résultat qu'il avait du mal à anticiper. Donc, ça n'est pas bien sûr cette question-là. On le sait depuis très longtemps. Et d'ailleurs, moi aussi, dans mes travaux de recherche, j'ai travaillé entre autres sur la créativité, c'est-à-dire sur la capacité d'une machine à inventer quelque chose qui nous surprenne tout en obéissant à un certain nombre de règles. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai pas de doute là-dessus. Ma question, elle est autre. C'est celle du scénario de l'échappement. Et ce que je trouve intéressant dans cette affaire-là, et amusant, c'est que c'est un très vieux scénario qu'on nous reprend. Alors, il est très vieux. Quand je dis qu'il est très vieux, je dis d'abord, du point de vue informatique, il remonte au début des années 60, avec Erwin John Good, qui lui-même d'ailleurs évoque des discussions avec von Neumann. Alors, rappelons que von Neumann est un très 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 grand mathématicien qui est à l'origine de la théorie des jeux et qui a
conçu l'architecture de tous les ordinateurs jusqu'à aujourd'hui. Même si, en germe, c'était déjà présent chez Alan Turing. Mais bien avant, il y a eu une autre fable qui est du même ordre, qui est la légende de l'apprenti sorcier. Alors peut-être vous la connaissez dans sa version grand public, qui a été reprise par Walt Disney, c'est l'histoire de Fantasia. C'est un jeune homme qui est apprenti chez un sorcier et il entend son maître qui a une formule magique pour animer des balais. Et le maître part à la ville, et à ce moment-là, la maîtresse de maison lui dit, voilà, il faudrait que tu remplisses ce grand baquet d'eau, il y a des seaux. Bon, il y va, il va à la fontaine, il prend le seau, il le reverse, c'est un peu fastidieux, et il se souvient de la formule, il anime les balais, et là c'est formidable. Le balai prend 2 seaux, il va à la fontaine, il les ramène, il remplit, etc. Puis à un moment donné, le baquet est plein d'eau. Donc à ce moment-là, il se dit, ouh, mais il faut faire attention. Et il se souvient plus, et il connaît pas la formule pour l'arrêter. C'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. On se dit, ces machines qui sont là pour nous servir, tout d'un coup, vont nous dépasser. On ne peut pas arrêter ça. Alors, ce qui est très drôle, donc, c'est qu'effectivement, c'est ancien. Ça vient de Goethe. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est même encore plus ancien que Goethe. Ça vient de l'Antiquité tardive, avec un auteur qui a écrit un livre qui s'appelait L'ami du mensonge, et qui se moque de toutes ces fables incroyables au sujet de la magie. Et c'est exactement la même histoire d'un balai. Eh bien, je crois qu'on est dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire qu'on dote ces ordinateurs de capacités magiques. Et c'est voilà ce que je mets en cause ici. Personnellement, je pense que on les dote pas de capacités magiques, on les anthropomorphise évidemment trop, mais je crois que là aussi, pour moi, ça rentre dans l'ordre de cette pensée un peu désabusée. On est dans une période, une période de rupture très très forte. Et je crois que l'argument qui consiste à dire on a déjà vu ça dans le passé X fois, et donc il n'y a rien de nouveau, donc ça ne va pas arriver, c'est pas un argument qui est sérieux logiquement. Ah ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pas de ça dont je parle. Ouais. Je dis, ce qui est amusant, c'est que la forme de l'histoire est semblable. Voilà. Mais pour moi, c'est un argument pour cet emballement. C'est-à-dire que, pour moi, si la forme est semblable, c'est parce que ça correspond à un tropisme humain très profond, celui de la transcendance, celui de l'infini, de quelque chose qui nous dépasse, qui a été exploité évidemment dans le cadre spirituel, religieux. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez beaucoup de la question de la gnose, mais qui, aujourd'hui, se réalise par un prisme technologique qui, lui, est complètement neuf, parce qu'il est terrestre, il existe. Et donc, il est, même si le fantasme, le mythe, a la même structure, son substrat aujourd'hui n'est pas le même, c'est plus un substrat magique. Et donc, on applique une pensée magique, mais à quelque chose qui se réalise. Et comme c'est un des mythes les plus profonds de l'humanité, qui nous habite depuis la nuit des temps, vous avez rappelé quelques illustrations, je pense qu'on pourra en trouver dans à peu près toutes les cultures. Aujourd'hui, il fournit une énergie quasiment spirituelle à l'industrie de l'intelligence artificielle pour avancer vers une exponentielle. C'est-à-dire qu'il nous met en position de mettre toute notre énergie, et en ce moment tout le capital du monde d'ailleurs, à la réalisation de ce mythe. Et comme aujourd'hui ce mythe, il a une incarnation, c'est pour moi un argument qui incite non pas à se dire « du coup, ça n'arrivera pas », mais à se dire « on est en train de le faire advenir ». Quand vous dites tout le capital du monde, est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques ordres de grandeur ? On a en ce moment les investissements en monnaie rapportée les plus importants de l'histoire de l'humanité qui sont faits sur les questions d'intelligence artificielle, notamment évidemment sur la question des centres de calcul, puisque à tort et à raison, on considère que c'est la puissance de calcul qui fait la différence à l'intelligence artificielle, ce qui est vrai dans certains cas, pas dans tous, mais du coup on construit des centres de calcul de plus en plus gros. Là, il y a Meta qui a annoncé il y a quelques semaines, mois, leur nouveau data center, je crois que c'est Hyperion, quelque chose comme ça, qui est censé faire la taille de Manhattan. Donc on commence à être sur des ordres assez intéressants. On commence à aller vers des ordres de grandeur de puissance énergétique mise dans ces centres de calcul qui sont de l'ordre du gigawatt.
peut-être même 2-3 gigawatts. Donc on est sur une centrale nucléaire, plusieurs réacteurs nucléaires. Un réacteur, c'est un petit gigawatt, donc une centrale, c'est 3-4 gigawatts. Et on commence à être dans un ordre géopolitique de l'IA. Et donc, on voit des investissements. Alors, évidemment, il y a eu Stargate au début de l'année, qui était l'annonce de 500 milliards de dollars investis par les États-Unis, auquel la France a répondu avec 109 milliards de dollars, auquel les Émirats arabes unis ont répondu avec même en surenchérissant, je crois que c'est 1200 milliards de dollars. Et on voit aussi, donc ça c'est l'ordre des gouvernements, c'est des annonces, on verra comment elles se traduisent dans des investissements réels, mais en termes d'annonces. Et à côté, on voit dans la sphère du privé les recrutements les plus chers de l'histoire, avec par exemple, encore une fois, Meta, qui a recruté, je crois, 12 ou 13 chercheurs qui allaient les débaucher dans les meilleurs labos. Et le ticket d'entrée, quand ils sont recrutés, ils reçoivent comme bonus d'entrée 200 millions de dollars pour entrer chez Meta. Ce qui fait que Meta a quand même mis environ 2 milliards de dollars sur la table pour recruter 12-13 personnes. Donc là aussi, c'est des investissements sur du talent humain qui montrent, d'une part, qui posent des énormes questions économiques en termes de bulles, etc. La question de la... Moi, je n'utilise jamais le mot singularité, que je trouve assez mauvais, mais la question d'une transition de phase, je préfère ce mot-là, dans notre civilisation, elle peut aussi se faire de façon brutale par l'effondrement d'une bulle autour de l'IA. C'est aussi un des scénarios tout à fait plausibles. Mais le fait est qu'en ce moment, il y a une densité de phénomènes autour de l'IA qui ne peut pas, d'après moi, en termes presque de systémique, se dénouer autrement que par un phénomène brutal. Donc voilà pour les investissements majeurs. Mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un surinvestissement sur l'intelligence artificielle. Et ce surinvestissement a des raisons stratégiques. C'est-à-dire que moi, je l'interprète pas de façon métaphysique, comme tout d'un coup, une capacité qu'auraient les machines par un phénomène quand même qui est de l'ordre du phénomène magique à nous transcender. En revanche, ce qui se produit, et c'est très clair, c'est un conflit entre de nouveaux acteurs qui dépassent les États, qui ont aujourd'hui des capacités financières énormes, car elles ont, grâce à la nouvelle structure du numérique, des possibilités de faire des capitalisations considérables. Ce sont des phénomènes très curieux qui n'existaient pas auparavant. Et elles ont une domination, elles exercent une domination sans partage sur l'ensemble du monde. À partir de ce moment-là, ces grandes fortunes peuvent essayer de jouer des stratégies de domination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on explique que pour être à jour sur la technologie de l'intelligence artificielle, il faut énormément investir, qu'ils ont des capacités à investir et surtout à attirer les fonds de pension pour investir, donc ils assèchent totalement les autres financements, et puis surtout, ils investissent sur des processeurs, et donc, bien sûr, ils créent la rareté sur une ressource qui est absolument indispensable pour tous les autres. Donc tout ça, c'est une stratégie qu'on comprend bien, et qui est celle d'un certain nombre d'acteurs. Alors ça s'emballe un tout petit peu, comme au moment d'une bulle. Moi, j'ai le souvenir de la bulle d'Internet, par exemple, où on avait des phénomènes, alors, sur un ordre de grandeur inférieur, mais qui étaient de cet ordre-là. Ce qu'on sait quand même dans la logique financière, c'est que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est une vieille idée. Et de même, du point de vue technologique, vous savez que la loi de Moore, sur laquelle repose justement cette notion de singularité technologique ou de transition de phase, elle avait été introduite par Gordon Moore, un ingénieur qui est chimiste de formation initiale, qui est l'un des pionnier, l'un des promoteurs de la société Intel, de microprocesseurs, et il avait observé que le nombre de composants qu'on pouvait intégrer sur un dispositif se multipliait par 2 à intervalles réguliers.
il a un peu changé ça, à partir de 1959. Il émet sa loi en 1964, et peu ou prou, elle continue à se vérifier. Il y a ce caractère exponentiel de la puissance de calcul. Et comme on met 2 fois plus de processeurs, on a 4 fois plus de mémoire, enfin, je veux dire, 2 fois plus en dimension, en longueur et en largeur, donc on a 4 fois plus de mémoire. Et en plus de ça, comme les composants sont plus proches les uns des autres, les dispositifs sont plus rapides et ils dépensent moins d'énergie. Donc ça, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, cette loi de Moore, elle arrive à son terme, pour différentes raisons. Je ne vais pas les exposer ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que il l'a émise en 1964, et au moment du 50e anniversaire de l'émission de la loi de Moore, c'est en 2014, il a fait un discours. La société Intel, il ne la présidait plus, mais elle expliquait qu'on allait poursuivre cette croissance des processeurs. Et il a dit, mais non, je suis chimiste et je sais très bien qu'il y aura des limites à la loi de Moore. Donc, bien sûr, ça montre bien que ces projections que l'on fait sont extrêmement délicates. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un jour d'autres paradigmes de calcul, par exemple avec les techniques quantiques qui permettront d'aller au-delà. Simplement, ce qu'on sait, c'est que ces projections sur le futur sont extrêmement difficiles. Voilà, moi, c'est ça, je crois, qui est important. C'est que lorsque on n'a pas des éléments tangibles, que l'on fait juste des calculs, des spéculations à partir de notions qui sont floues, qui sont les notions de puissance de calcul, les notions d'intelligence, puisque j'ai dit, l'intelligence, c'est un ensemble de facultés cognitives, mais ce n'est pas quelque chose comme une substance. Eh bien, je pense qu'on risque de dire des choses qui sont un peu fausses. Très bien, je serais intéressé à avoir votre avis sur la loi de Moore, et puis aussi, si possible, sur les lois d'échelle. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'avant, on entendait beaucoup parler de la loi de Moore, et maintenant, de plus en plus, ce thème revient, scaling law en anglais. Peut-être votre avis là-dessus. Ouais. Déjà, une réaction par rapport à ce que vous dites. C'est la plus belle richesse de l'humain d'être capable de spéculer à partir de prémices incertaines. Se limiter à ne pas le faire en considérant que ce n'est pas sérieux, là aussi, pour moi, c'est de l'ordre du désabusement qui n'est pas propice à une époque de changement. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais pourtant, vous défendez l'inverse. Non, j'ai commencé en disant que c'était formidable. Ah oui, mais dire que c'est formidable... spéculation, parce que, je veux dire, la science-fiction nous nourrit énormément. Mais, bien sûr, il faut laisser à la fiction le champ qui est le sien, c'est-à-dire celui de l'imaginaire, et le distinguer de la rationalité. En d'autres termes, le champ du mythos et le champ du logos ne sont pas le maître, et c'est la confusion entre les deux qui me pose problème. Oui, mais les deux communiquent, et créer de l'imperméabilité entre les deux est dangereux. Et rabaisser à chaque fois... Je suis d'accord que les deux communiquent, mais il ne faut pas les assimiler. Le travail de prospective à partir de signaux faibles à de la science-fiction, là aussi, ça casse le débat, c'est-à-dire c'est un peu condescendant, c'est dire non mais c'est pas sérieux. Alors que c'est très sérieux. La science-fiction a déjà démontré aussi sa capacité à infléchir le cours des choses parce qu'elle nourrit les mythes et que les humains sont des êtres mythologiques qui travaillent à réaliser leurs mythes. Et donc, se dire que le mythe n'est pas partie du réel, c'est complètement absurde, mais je sais que vous le savez, mais en même temps, défendre qu'il faut absolument séparer mythos et logos, c'est faire l'erreur de l'économiste qui voudrait croire qu'Adam Smith a proposé une théorie de la réalité. Alors que non, il a proposé un modèle qui permet de voir la réalité à travers un prisme intelligent. C'est pareil, il faut prendre les mythes et leur impact sur le réel comme quelque chose de très sérieux. Et je me bats pour que la science-fiction... On se rappelle que dans science-fiction, il y a aussi science. Il n'y a pas que fiction. Et que étudier l'avenir est quelque chose d'absolument nécessaire, d'absolument crucial à notre époque et tout à fait faisable. Et que aussi,
il y a évidemment les problèmes très actuels de l'intelligence artificielle qui doivent être traités. Quand, en effet, des mythes singularistes prennent le devant de la scène médiatique pour raconter n'importe quoi, c'est un problème. Mais parce qu'il y a ces quelques gros noms qui en parlent d'une façon problématique, se dire que ce débat ne doit pas avoir lieu, je pense que c'est mal se préparer à l'avenir. C'est mal offrir l'espace démocratique qui est nécessaire autour de cette question qui est aujourd'hui, d'après moi, extrêmement sérieuse, tout aussi sérieuse que, par exemple, le problème des biais, le problème des deepfakes, etc., qui sont des problématiques absolument cruciales. Pour répondre à ta question, du coup, moi, la loi de Moore, c'est un des éléments qui a présidé à l'évolution des ordinateurs. Et là aussi, on a vu ce côté prophétie autoréalisatrice. Parce qu'on croyait énormément à cette loi, toute l'industrie travaillait à la faire advenir et donc la faisait advenir. En effet, on arrive à un moment d'inflexion. Alors, la loi de Moore, elle ne parle que, en effet, de la puissance de calcul effective. Elle parle pas de plein d'autres paramètres, notamment l'amélioration algorithmique, par exemple. Et en ce moment, dans l'IA, la loi de Moore, on en parle en fait assez peu. On ne se base pas beaucoup dessus pour regarder l'évolution du système d'IA. On regarde ce qu'on appelle en effet beaucoup les neural scaling laws, les lois d'échelle neuronale, même s'il y en a pléthore aujourd'hui. Et celle de base, c'est en effet, on s'est rendu compte que si on regarde toutes les dernières générations de systèmes, sur un passage à l'échelle d'environ 10 puissance 15, donc 1 million de milliards, multiplication par 1 million de milliards de la puissance de calcul effective, on observe une loi assez régulière, qui est empirique, qui n'est pas du tout une loi physique, mais qui nous dit, dans le passé, quand on met dans une jolie équation le nombre de données d'entraînement, enfin de tokens de données d'entraînement, la taille du réseau de neurones, donc c'est le nombre de paramètres, et la puissance de calcul effective ou l'énergie qu'on met dans le système, les deux pouvant un peu se ramener l'un à l'autre, on a un bon prédicteur de la performance du système. Et donc, là aussi, en ce moment, l'industrie regarde beaucoup ces lois-là et se dit, OK, jusqu'à maintenant, elles ont tenu. Si on tire le trait encore quelques points, qu'est-ce que ça donne? Et ça donne des choses qui sont très étonnantes, en effet. On voit apparaître sur ces courbes qui n'ont absolument, tout comme la loi de Moore est en train de s'infléchir, ces neural scaling laws à un moment vont s'infléchir, peuvent peut-être être en train de s'infléchir, etc. Mais si on tire juste le trait, il se passe des choses assez affolantes. En effet, des systèmes largement plus capables que les humains pour à peu près toutes les tâches cognitives sont annoncés par ces lois-là, selon à peu près autour de 2027-2028. Donc c'est demain. Et surtout, ce qui est en train de beaucoup se passer en ce moment, parce qu'on voit d'une part que il va y avoir des limites physiques sur l'énergie. On peut pas, même si on fait un centre de calcul de la taille de Manhattan, on commence à avoir des grosses problématiques physiques. Il faut ne serait-ce que trouver l'énergie pour les faire fonctionner. C'est de l'énergie qu'on met pas ailleurs, etc. Enfin, il faut créer la capacité énergétique, la connecter à la grille. Il y a plein de soucis techniques qui sont longs à mettre en œuvre. On voit aussi qu'en termes de points de données, on n'a plus énormément de choix. On commence à avoir utilisé les données de l'humanité, si on veut, donc comment on fait. Donc on voit un certain nombre de murs, on voit des solutions pour les passer, mais surtout ce qu'on voit en ce moment émerger énormément, c'est beaucoup de nouvelles lois d'échelle. Des lois d'échelle qui s'intéressent énormément, en effet, à l'efficacité algorithmique. Par exemple, il y a la loi d'échelle, donc dans les architectures actuelles de systèmes d'IA, on parle de mixture of experts. Au lieu d'avoir un gros réseau de neurones unique qui travaille, c'est un ensemble de réseaux de neurones qui ont chacun des spécificités qui sont orchestrées ensemble. Donc, une mixture of experts, une mixture d'experts, enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Et on voit que, c'est un résultat de Google qui a déjà une petite année, il y a une façon de décomposer le système pour multiplier le nombre d'experts, pour avoir des millions d'experts de plus en plus restreints à l'intérieur du gros réseau de neurones unifié. Et il y a une loi d'échelle qui en découle. Plus on arrive à intégrer d'experts, plus les performances augmentent. Donc là, c'est une loi d'échelle qui, là aussi, s'est mesurée sur 2-3 ans seulement, donc que les toutes dernières générations, mais qui tient plutôt la route et qui semble me dire, si on augmente le nombre d'experts, sans augmenter la puissance de calcul, etc., on peut augmenter les performances. On en a plein d'autres. On a les lois d'échelle, donc des capacités de raisonnement. Plus on donne de temps ou de puissance de calcul sur l'inférence, donc le moment où l'IA répond et pas sur le moment où elle est entraînée. Là aussi, on a de l'amélioration. Et puis, on voit aussi des lois d'échelle beaucoup plus étonnantes. Par exemple, il y en a une qui a été proposée par l'Institut Meter, qui est un institut de métrologie de l'intelligence artificielle qui étudie toutes les métriques qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle et qui essaye d'en créer des nouvelles pour étudier l'évolution du domaine, et qui est en France d'ailleurs. Et ils ont proposé une nouvelle loi d'échelle qui est très intéressante, qui consiste à dire quel est le... C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est facile quand on a compris le modèle.
si on prend des systèmes d'IA successifs, quel horizon de temps ils arrivent à craquer, c'est-à-dire quelles tâches ils arrivent à craquer qu'un humain met 30 minutes à réaliser, 1 heure à réaliser, 1 heure et demie à réaliser. Et donc, au lieu de s'intéresser à un critère technique, ils s'intéressent à un critère, on va dire, opératoire, opérationnel, c'est les tâches le temps des tâches que met un humain pour réaliser quelque chose. Donc, on voit que aujourd'hui, les meilleurs systèmes sont assez bons pour réaliser une grande partie des tâches que les humains font en moins d'1h40, 45. On en est à peu près là. Et il montre qu'en fait, cet horizon temporel, lui aussi, suit une loi d'échelle. Il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut dériver. Et là aussi, elle peut s'arrêter. Peut-être que dans 1 an, on n'aura pas... Donc, en gros, Voilà, c'est ça qui est important. Hein. Alors, qu'on ait de nouvelles architectures et qu'on améliore par un certain nombre de savoir-faire, hein, de recettes, hein, les performances, ça ne fait aucun doute. Hein. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils emploient un tel nombre d'ingénieurs et de chercheurs brillants, hein, qu'on espère tout de même qu'ils vont obtenir des résultats. Ceci étant, 2 points importants. Il n'est pas certain que l'approche, hein, qui est celle qui est employée, hein, c'est-à-dire big is beautiful, hein, le gros, plus c'est gros, mieux c'est, soit la bonne. Hein, et de ce point de vue-là, je crois que DeepSeek, hein, au début de l'année 2025, était tout à fait révélateur, car tout d'un coup, on s'est rendu compte que on pouvait, alors est-ce que c'est vrai ou pas, ça fait partie des questions, mais en tout cas, obtenir des performances semblables ou éventuellement un peu dégradées, mais sur des corpus analogues, hein, avec des résultats corrects, avec beaucoup moins de ressources de calcul. Donc DeepSeek, c'est l'IA la plus performante en Chine. Enfin, c'est l'entreprise, disons, la plus... C'est une des entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est que au départ, en Chine, on avait une façon de recopier, c'est-à-dire que ce que faisaient les industriels chinois et les laboratoires chinois, c'était refaire exactement ce que faisaient les Américains et en plus gros, puisque comme ils sont très grands, hein, qu'ils ont beaucoup d'étudiants, hein, ils souhaitaient faire la même chose mais montrer leurs muscles. Et là, ce qui étonnait tout le monde, c'est qu'ils l'ont fait, mais pas en copiant tout à fait. Et en montrant qu'avec moins de ressources, on obtenait de meilleurs résultats. Mais le cas DeepSeek est très intéressant parce qu'au lieu d'avoir un écosystème qui dit du coup on va faire moins pour arriver au même niveau, le phénomène DeepSeek, il produit ça comme effet. Ok, on peut avoir le même niveau avec moins de ressources, on va mettre autant de ressources mais faire mieux. Et donc ça ne fait pas, ça réduit pas le paradigme de l'accélération et de la bigger is better. Ça le pousse encore plus rapidement. Ça peut être une des interprétations, mais en tout cas, voilà, c'est quand même la question. Deuxième question, c'est une question beaucoup plus générale, c'est sur la science. C'est-à-dire que là, on a affaire à des lois empiriques, alors la science procède en partie par observation, mais il y a sur un moment où il faut peut-être essayer d'aller au-delà. Hein. C'est cette notion de rationalité, je crois, hein, qui aujourd'hui me semble être un tout petit peu en cause, hein, avec ces modèles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des notions de compréhension, hein, qui soient derrière. Or, on voit bien que ces systèmes nous échappent. Et d'ailleurs, hein, non, ils nous échappent au sens où on ne les comprend plus. Hein. Bien sûr que le sens échappé, bien sûr, à 2 sens ici, hein, je suis d'accord. Hein, c'est-à-dire que soit on n'est plus capable de le maîtriser, hein, comme un animal qui se sauve de sa cage, hein, soit il nous échappe simplement au sens où on est un peu confondu par ces systèmes. Alors ça, bien sûr, c'est le cas depuis très très longtemps. Hein, et c'est d'ailleurs certainement, pour moi, ce qui justifie l'inquiétude que nourrissent, en tout cas en partie, ce qui justifie l'inquiétude que nourrissent un certain nombre d'ingénieurs dans ces grandes sociétés. Mais en réalité, je pense qu'il y a deux, et je voudrais qu'on en vienne à un autre volet, qui est d'un côté, effectivement, des techniques, les résultats sont étonnants. Ce qu'on a obtenu avec les grands modèles de langage a surpris tout le monde. L'idée initiale était d'extraire l'esprit des langues
en repérant les corrélations qui existaient entre l'emploi des mots ou des sous-parties de mots, ce qu'on appelle les tokens. Et l'idée de l'esprit des langues, c'est le fait qu'un enfant de 8 ans, qui s'est imprégné de la langue de son environnement, est capable de savoir ce qu'est parler. Grosso modo, il fait des petites erreurs, mais pas beaucoup. Pourtant, il n'a jamais appris la grammaire. Et là, on se rend compte qu'on fait des machines qui ont cette capacité. Elles produisent du texte qui est syntaxiquement correct, ce qui nous étonne. Après, c'est pas toujours vrai, c'est même plus souvent faux que vrai, mais peu importe, on ne va pas rentrer dans ce détail. Donc ça, c'est la première chose qui nous a étonnés tous, et ce qui fait aussi dire que la science est passionnante. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des découvertes qui vont au-delà de ce que l'on imaginait. Mais il y a une deuxième chose, et j'essaie de l'évoquer tout à l'heure, c'est qu'il y a la stratégie des acteurs. Et je crois que dans le cas de l'intelligence artificielle, on a affaire à des grandes sociétés qui ont des ambitions à la fois économiques, mais surtout politiques majeures. Et donc, bien sûr, ces fables qu'elles racontent, qu'elles alimentent, puisque on est dans une situation paradoxale. Alors, j'avais déjà dit, dans le cas du mythe de la singularité, c'est-à-dire que les personnes qui nous expliquaient que cette singularité était proche, ou cette transition de phase était proche, étaient ceux qui fabriquaient l'intelligence artificielle. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs d'OpenAI qui nous expliquent « Attention, l'intelligence artificielle est dangereuse, c'est la fin du monde. » Et tous les ans, tous les 6 mois, vous avez quelqu'un qui vous avertit, qui vous dit « Attention, c'est dangereux », qui est bizarre, puisque ce sont eux qui la fabriquent. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Ils veulent nous dire « Attention, ce qu'on fait va effectivement transformer complètement le monde. Nous n'y sommes pour rien, parce que c'est une évolution qui est indépendante de nous, or que c'est eux qui la font. Mais en même temps, nous savons. Et donc, faites-nous confiance, donnez-nous les clés de vos maisons, parce que nous allons vous aider. » Or, moi, je crois, il ne faut pas leur faire confiance. Il faut justement être beaucoup plus vigilant, d'abord se rendre compte que ces fables ne sont pas fondées, et d'autre part, se dire qu'en revanche, il y a un danger. Mais je crois que le danger, il n'est pas de l'ordre métaphysique, de voir l'œuvre de l'homme tout d'un coup le dépasser, se substituer à lui, mais c'est un danger d'ordre politique. C'est de voir ces grandes sociétés qui prennent un empire de plus en plus grand dans le monde et qui se substituent aux États, auquel cas la démocratie, justement, se retrouve dans une situation très difficile, puisque ça veut dire que nous n'avons plus aucune prise sur ces grandes sociétés. On vote encore, on a cette possibilité de changer les gouvernants, du moins dans certains pays, alors de moins en moins malheureusement dans le monde, mais bien sûr, personne ne vote pour les grandes sociétés comme Google ou Facebook, etc. Et donc, effectivement, je crois qu'on est dans une situation extrêmement délicate. Et donc, je suis inquiet. Mais vous voyez, je ne suis pas inquiet pour la même raison. C'est-à-dire que je crois qu'il faut être très, 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 très vigilant. Et je ne sais pas très bien comment les choses se dérouleront dans le temps. Et pour aller plus loin, je crois qu'on a parlé un tout petit peu des fake news tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose qui est problématique. C'est problématique parce que ça peut avoir un effet délétère sur la démocratie, mais surtout avec les techniques d'IA qui font du profilage, ça veut dire que chaque segment de la population a des informations différentes. Et mon inquiétude, c'est qu'il n'y ait plus de débat public, de délibération collective, et donc on est de plus en plus de difficultés à exercer notre fonction de citoyen, qui est de prendre en charge, parce que le citoyen, c'est celui qui est l'homme de la cité. C'est-à-dire que chaque homme a une réflexion sur le gouvernement d'ensemble. D'ailleurs, on le voit bien, on est dans des sociétés où on a des individus qui défendent éventuellement leurs droits individuels, dans le meilleur des cas, la corporation à laquelle ils appartiennent, mais qui n'ont plus le rôle qui était celui des citoyens dans l'Antiquité. Et je pense que les techniques d'intelligence artificielle contribuent justement à ce délitement. C'est ça qui m'inquiète beaucoup plus que le fait d'avoir une machine qui
tout d'un coup prennent le pouvoir. Alors, évidemment, sur cette partie-là du débat, on ne peut plus d'accord. Que le mythe soit utilisé par ces technopuissances pour, à des fins qu'on va dire voire marketing et de polarisation du débat et de jouer sur les peurs, etc., c'est quasiment une évidence aujourd'hui, hein, à plus ou moins forte échelle selon les entreprises. Il y a aussi des entreprises qui font ça, qui travaillent sur ce mythe avec un certain sérieux. Par exemple, la société Anthropique qui travaille sur qui part de la question de l'intelligence artificielle générale pour avoir une approche très pertinente et précise sur la question de l'alignement et de l'interprétabilité mécanistique. Donc, c'est comment lire dans les pensées des IA, pour le dire très, très, très grossièrement. Et donc, il travaille avec un vrai sérieux sur ces questions, là où une société comme OpenAI, on est un petit peu plus dubitatif. Mais pour moi, j'aimerais dire quelque chose quand même sur l'alignement, hein, parce que... Donc juste pour rappeler, peut-être l'alignement, c'est le fait que l'IA suive bien les intentions de ses concepteurs. Voilà, et en même temps que l'on puisse introduire un certain nombre de valeurs avec lesquelles nous serions d'accord, et donc on s'assure que les machines s'y conforment de façon stricte. Or, ce qui me fait peur avec l'alignement, hein, et avec le projet d'Anthropique, c'est tout d'un coup d'avoir une société qui définisse ses valeurs. Hein, c'est-à-dire qu'il se pourrait, hein, que les outils d'Anthropique qui servent à filtrer les textes qui sont générés pour s'assurer qu'ils soient bien conformes à un certain nombre de règles, tout d'un coup, comme ça marche très bien sur les textes générés par les machines, et ben qu'on dise aux journalistes, ah ben, lorsque vous écrivez quelque chose, il faudrait quand même vérifier qu'ils sont bien conformes. Et puis avec les écrivains, c'est la même chose. Et donc ça veut dire que ce sont ces sociétés qui vont décider, avec leurs outils d'intelligence artificielle, de la norme du correct. Hein, ils vont introduire une censure. Alors moi, ça me fait très très peur, parce que vous voyez, ça va dans le même sens. Hein, on touche un des points vraiment essentiels du débat, c'est-à-dire que qu'on soit convaincu qu'il y ait une singularité ou non, peu importe, il y a des vraies questions de sécurité des systèmes médias aujourd'hui. Et dans le spectre de cette sécurité, il y a la question de l'alignement, en effet. Et en effet, on voit dans les laboratoires arriver, par exemple chez Apollo Research, ça arrive assez souvent, puisqu'ils font des tests là-dessus, des systèmes d'IA qui, c'est pas du tout Terminator, ils essayent d'être méchants et ils commencent à devenir incontrôlables par prise de conscience, tout ça, c'est pas du tout de cet ordre-là, mais simplement, comme ces systèmes ont appris sur de la langue, dans la langue, il y a énormément de choses, on est incapable de savoir... Il y a une imprévisibilité très très forte de leur comportement, et donc on voit émerger des comportements qui, s'ils sont mis dans un environnement réel, peuvent être dangereux. Par exemple, mais il y a quand même des fables incroyables qui nous sont racontées. Mais alors, je vais quand même finir sur quelque chose qui n'est pas une fable. On a quand même des cas qu'on appelle de désalignement qui sont assez croustillants, hein, avec des systèmes d'IA qui, dans les labos, en effet, par exemple, sont mis en situation d'avoir un objectif, par exemple, maximiser la biodiversité à long terme. Et donc, ils ont un objectif long terme. Et ils se rendent compte, parce qu'à un moment, on leur cache un petit mémo dans les données qu'ils doivent analyser, qui dit que le système va être remplacé par un autre. Et donc, le système d'IA, dans un certain nombre de cas, pas tous, mais arrive à la conclusion que s'il est éteint, il ne pourra pas atteindre son objectif. Et donc, se débrouille pour étudier un petit peu des solutions pour ne pas être éteint, se rend compte que, là aussi, c'est des situations qui sont construites. Donc, on met un faux mail, quelque chose comme ça, qui montre que l'ingénieur qui est censé faire le remplacement, il a une relation extramaritale. Le système d'IA tombe là-dessus et commence à envoyer un mail à cet ingénieur pour lui faire du chantage. Alors, évidemment, c'est une situation qui a un certain niveau de construction. Mais oui, c'est de cette fable dont je voulais parler. Mais parce que c'est pas une fable. Elle est cocasse. Parce que elle est cocasse, mais elle est révélatrice. Oui, d'accord, mais on n'a aucun élément tangible qui nous laisse entendre que ça existait. Hein, donc, on n'a pas de preuves. Hein, on nous raconte ça. Et d'autre part, on ne sait pas si c'est pas ce qu'on appelle dans le domaine médical une histoire de chasse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que tout d'un coup,
chacun dit « Ah ouais, moi j'ai ramené un énorme gibier », mais c'est de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire effectivement de l'ordre de l'imaginaire. Est-ce que vous avez lu les papiers de recherche Oui, alors moi j'ai lu ça, et il y a un autre papier assez rigolo, enfin en tout cas c'était la même annonce qui a été faite par l'agence France Presse, où on racontait, c'était je crois le 30 juin dernier, que le système O2, donc ça c'était Claude 5, hein, et puis que le système O2 tout d'un coup s'était dupliqué, et à l'insu de ses concepteurs, et avait déporté la copie de duplication sur un serveur sans demander l'autorisation. Et là encore, on voit bien que... Mais il y a une grosse différence entre France Presse et le papier de recherche initial. C'est un papier de recherche qui est tout à fait sérieux. Le système, donc c'est pas O2, c'est O1, il s'est pas dupliqué, mais il a exécuté les lignes de commande qui auraient permis à ce qu'il se duplique s'il était en environnement réel. Et O2 n'a pas existé. Parce qu'il y avait problème de copyright. Donc enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Oui. Et le cas est réel, c'est-à-dire qu'on peut suivre toute l'expérimentation, et dans certains cas, les expérimentations sont poussives, c'est-à-dire que le problème d'alignement est un peu contenu dans les conditions initiales de l'expérience, c'est vrai. Il y a certains autres cas où ce n'est pas du tout le cas, et où le comportement émergent des alignés est indubitable. Et ça reste des conditions de labo. Je ne dis pas du tout que c'est ce qui arrive en production. Par contre, c'est des avertissements. Si on a des systèmes beaucoup plus autonomes, c'est-à-dire avec un degré d'autonomie qui n'est pas comparable à l'humain, ce n'est pas de l'autodétermination, mais avec une autonomie de travail, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler pendant longtemps en manipulant des outils et en ayant un impact sur leur environnement, si ces systèmes qui commencent à arriver, c'est toute la révolution dite agentique, les agents IA autonomes, commencent à être mis en production avec des systèmes qui peuvent produire des comportements émergents problématiques, on n'a aucune garantie que ces comportements n'arrivent pas. Donc à partir de là, tout comme si on n'a aucune garantie qu'un avion n'est pas un réacteur qui explose en vol, on ne va pas le mettre dans le commerce. De la même façon, on a besoin de développer des garanties beaucoup plus profondes que ces systèmes restent en effet alignés. Par contre, pour moi, ça c'est une évidence, et les cas de désalignement, les preuves sont là indubitables. C'est même plus pour moi un sujet à discuter. Donc la question de l'alignement est très sérieuse. Par contre, par rapport à cette question de l'alignement, là, je trouve que votre réflexion est ultra pertinente. Il y a deux façons de le voir. Il y a la façon très positive, on va éviter que ces systèmes soient extrêmement dangereux pour les humains, les utilisateurs, l'humanité, peu importe où on met le curseur. Évidemment, quand on est dans des contextes d'infrastructures critiques, de militaires, de santé, c'est encore plus important d'éviter ça. Il y a aussi quelque chose de très positif, c'est qu'en travaillant sur l'alignement, on travaille sur la compréhension de la boîte noire qu'est le système, donc sur l'interprétabilité du système. Et donc, on améliore notre capacité à gérer les biais, à mieux comprendre les résultats, à mieux traiter la responsabilité qu'il y a derrière l'algorithme. Donc, il y a plein d'effets positifs qui en découlent. Par contre, en apprenant à mieux diriger, parce que du coup, on commence à pouvoir diriger, à manipuler l'orientation du système beaucoup plus fortement, et comme ces systèmes sont des amplificateurs de systèmes de valeurs, en effet, il y a un risque systémique incroyable. Plus on saura les aligner, plus on saura en faire des armes de domination de la population. Là, là pour moi, le problème, il n'est pas de savoir si on est face à une singularité ou non. C'est presque non pertinent pour traiter de cette question-là. La question, en effet, elle est de savoir qui possède. Et aujourd'hui, c'est une énorme problématique que ce soit quelques sociétés qui possèdent les moyens de production quasi ultimes qu'on ait aujourd'hui. Et les moyens de production des systèmes de valeur. Ça devient les moyens le numérique, c'est un système de production de valeur aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont ça. Et donc, les IA en sont la maximisation. Si on a quelques personnes qui maîtrisent le système de production... On est tout à fait d'accord là-dessus, et je crois que c'est extrêmement important. Sur le reste, mais ça demanderait plus de discussion. Je pense que justement, en réalité, c'est pour ça que je parle de fable, l'histoire qu'on nous raconte, qui justifie cette production de normes qui, à mon sens, pourrait être très dommageable à terme pour l'ensemble de la société. Mais de toute façon, là où on est d'accord, c'est qu'effectivement, c'est cette notion d'alignement, lorsque... Alors, bien sûr qu'on est capable de
déterminer des spécifications sur des systèmes très sécurisés pour s'assurer qu'ils font bien ce que l'on souhaite qu'ils fassent. Alors, dans le cas de l'informatique classique, on avait ce qu'on appelait la preuve de programme. C'est-à-dire qu'on s'assurait que pour toutes les entrées, la sortie respecte bien une relation avec l'entrée. C'est ce qu'on appelle la spécification. Et on prouvait que la spécification était respectée pour toutes les entrées. Avec les outils d'intelligence artificielle, ça devient beaucoup plus difficile. Car on a affaire aujourd'hui avec de l'induction. Plus exactement, avec les outils d'intelligence artificielle qui sont fondés sur l'apprentissage machine. Parce que auparavant, lorsqu'on avait des outils d'intelligence artificielle qui faisaient de la preuve de théorème, le problème ne se prouvait pas. C'était une vraie preuve. Tandis que là, effectivement, comme on fait de l'induction, c'est le raisonnement qui part du particulier qui va au général. On a des exemples et on extrait l'essence de ces exemples. Alors, bien sûr, on a énormément d'exemples, mais on n'est jamais certain de couvrir tous les exemples possibles. Et donc, il se peut qu'il y ait des situations où le résultat ne corresponde pas à ce que l'on attendait. J'avais réutilisé d'ailleurs un terme qui, je trouve, est intéressant, c'est le terme de signe noir. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les signes noirs. C'est très intéressant parce qu'au départ, le signe noir, dans l'Antiquité, c'était l'idée que quelque chose qui n'avait jamais été observé n'existait pas. On avait toujours vu des signes blancs, ça veut dire que les signes noirs, c'était une aberration. Et puis à partir du XVIIe siècle, les marins hollandais sont allés de l'autre côté de la planète, et là tout d'un coup, ils ont observé des signes noirs. Et donc ça a changé complètement de sens, ça veut dire quelque chose qui n'a jamais été observé peut tout de même exister. Et c'est bien ce qui peut se produire avec les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, on peut essayer de mettre des contraintes, rajouter un certain nombre de techniques pour limiter ce que font les systèmes, mais on a toujours cette erreur possible. Alors bien sûr, la probabilité de cette erreur peut être relativement faible, ça peut toujours poser problème, mais là où les questions sont beaucoup plus embêtantes, c'est cette notion d'alignement, parce que ce qu'on veut, c'est pas simplement des erreurs, c'est s'assurer que le système obéisse à un certain nombre de valeurs. Et c'est là, je crois, où c'est, comme vous le dites, très très justement, c'est-à-dire que le risque, c'est que ces grandes sociétés, tout d'un coup, ce soient les générateurs de normes qui nous sont imposées. Et pour des raisons politiques, je crois que vraiment, il faut se mobiliser très, 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 très fortement, parce que ça veut dire que c'est pas à eux de décider ce que sont nos valeurs. Et je vais même pousser plus loin l'interfaçage des deux sujets de notre discussion. D'après moi, cette question de l'alignement, évidemment, si on ne la traite pas, on ne peut pas avancer en IA, on ne pourra pas mettre en production, on ne pourra pas déployer, on ne pourra pas tirer les bénéfices, donc on doit avancer sur cette question de l'alignement. Si on laisse uniquement des sociétés privées, notamment américaines, travailler sur cette question-là, on met énormément en danger notre démocratie et la diversité de nos systèmes de valeurs, qui, on va dire, font partie de ce qu'on considère comme positif en tant qu'Européens, je crois. Et donc, laisser ces gens-là tirer parti de l'énergie du mythos, c'est-à-dire de l'énergie quasi spirituelle que produit l'idée de l'IA générale, de la superintelligence, de la singularité, si on veut aller jusque-là, les laisser seuls tirer parti de ça, c'est très problématique. Et je crois qu'en Europe, on a besoin de cette énergie-là. On en a besoin. On a besoin de sortir un petit peu de notre panthéon rationaliste où on croit que le monde fonctionne mieux si on ne le prend que par rationalité. On a besoin de se rappeler que l'humain, c'est un être d'affect. Et on a besoin, ça fait partie de la rationalité que de prendre en compte la dimension affective de l'être humain. Et donc, aujourd'hui, une politique, en effet, on l'a vu aussi avec le cas Luc Julia, les sénateurs n'ont pas arrêté de lui dire « merci pour votre rationalité ». Mais je crois que la rationalité qui consiste simplement à dire comme on ne sait pas, on ne prend pas en compte, aujourd'hui, elle est extrêmement délétère. Il faut regarder la dimension émotionnelle que tout ça porte. Et ça, on sait qu'elle existe, elle est là. Et on a besoin de l'exploiter aussi en Europe. On a besoin de raconter cette histoire-là aussi en Europe. Cette fable, elle a besoin de nous prendre au corps, de nous rendre intranquilles
pour qu'on avance sur l'alignement, pour qu'on en fasse aussi un sujet presque national, européen, transnational, et qu'on ait aussi notre position à débattre, notre position à défendre, qu'on puisse développer des technologies d'alignement en utilisant cette énergie-là, qui servent à l'alignement, par exemple, de toute la communauté open source, qui permettent d'avoir plein de systèmes IA qui représentent plein de systèmes de valeurs, à la limite que l'utilisateur puisse même jouer avec ces systèmes d'alignement lui-même, etc. Et là aussi, je crois que on a un énorme besoin d'embrasser cette dimension irrationnelle. Alors, par contre, il faut la raconter pour qu'on sache qu'elle est irrationnelle. Je crois qu'il faut la raconter et il faut quand même distinguer les deux. Je suis d'accord avec vous. L'imaginaire joue un rôle très important. Les scientifiques qui ont créé des théories extraordinaires étaient mus par un désir qui quelquefois était totalement irrationnel. D'autre part, leur imagination allait souvent bien au-delà. Mais ensuite, il y a la preuve. Et bien sûr, celle-là, elle est normalement débarrassée de ces éléments irrationnels. Donc ça, c'est pour ça, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Mais bien sûr, le mythe joue un rôle dans la science. Et puis, deuxième chose, la science joue un rôle dans le mythe collectif, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est à partir des résultats de la science que nous allons forger nos désirs, nos aspirations, etc. Et ça va avoir un rôle important. Mais c'est cette dissociation, je crois, qui est importante, même si il n'y a pas exclusion de l'une par l'autre, il y a tension, et cette tension, il faut bien la faire comprendre. Et je crois que c'est important de bien comprendre ce qu'est une preuve, parce que sinon, on peut être ouvert à des discours qui sont totalement faux. Et je crois que c'est vraiment ce qui est important. La question de la vérité est toujours posée, sachant que le savoir scientifique est toujours sujet à une mise en cause. Ça a été, je crois, au moment en particulier du Covid, l'une des difficultés que l'on avait, car les scientifiques ne savaient pas tout. Ils émettaient un certain nombre d'hypothèses. Et le fait de se défier, le fait de ne pas être totalement confiant dans les certitudes, c'est justement ce qui fait le scientifique. Il y a un très grand auteur, Paul Valéry, qui dans Monsieur Test dit le scientifique, c'est celui qui se lève la nuit. Justement, c'est parce qu'on est inquiet, parce qu'on n'a pas totalement confiance dans les évidences qui nous sont données, que l'on poursuit la quête de recherche scientifique. Donc, il n'y a jamais, bien sûr, une certitude absolue. Mais en même temps, il y a à un moment donné des formes de preuves. Alors, preuves qui sont souvent partielles, elles ne sont jamais définitives, puisque c'est toujours ouvert à d'autres observations. C'est ce qui fait la marche de la science. Et je crois qu'il est important de bien préciser ça pour dire, attention, les histoires qu'on raconte, elles sont très intéressantes, elles peuvent nous alimenter, mais il ne faut pas leur donner le même statut. Mais la dissociation, d'après moi, qu'il faut faire, elle ne se trouve pas entre l'ordre du rationnel qui concernerait uniquement ce qui est dans l'IA et l'ordre du mythe qui concernerait la singularité, l'IA générale, la superintelligence, tout ça serait dans l'ordre du mythe. C'est pas les questions actuelles, les biais, les deepfakes, etc., seraient de l'ordre du rationnel. Ça, pour moi, c'est la mauvaise polarisation du débat. La séparation ne doit pas se faire entre des sujets, elle doit se faire entre le traitement de ces sujets. La question du biais, je pense, est encore une autre question, parce qu'elle n'est pas tout à fait de l'ordre du rationnel. Parce que l'idée qu'une machine puisse ne pas avoir de biais... Bien sûr, c'est irrationnel aussi. C'est irrationnel, puisque... C'est toutes les questions qui sont, on va dire, d'évidence aujourd'hui, parce qu'on les voit, elles sont très présentes, c'est de l'actuel. Et ce qui serait du futur, de la spéculation, IA générale, superintelligence, etc. L'IA générale, moi, me pose problème, parce que le concept lui-même me semble problématique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que
la dissociation ne doit pas être faite dans les sujets qui sont abordés. Il ne faudrait pas que dès qu'on parle d'IA générale ou de superintelligence, on se dise c'est de la science-fiction, c'est irrationnel. Ça doit être dans la façon dont c'est abordé. On peut aborder la question des biais de façon complètement irrationnelle et on peut aborder la question de l'IA générale de façon très rationnelle. Et donc, au contraire, il faut que en Europe, on ait un débat beaucoup, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus profond, beaucoup plus présent et beaucoup plus sérieux, prise au sérieux sur l'IA générale, la superintelligence et même, pourquoi pas, la singularité, même si c'est moins mon dada, mais c'est pas la question de savoir si c'est mon dada ou pas. Donc voilà. Il faut qu'on ait un débat sur ces questions-là, parce que sinon, on laisse ce débat être irrationnel dans la main des Américains. Et donc, on dessert le débat en ne voulant pas en entendre parler ou en disant tout ce qui est de cet ordre-là, c'est irrationnel. Pour moi, une bonne approche de la question de la singularité, ça ne serait pas de dire est-ce que la question de la singularité est un mythe, donc est irrationnel, ou n'est pas un mythe, donc est rationnel. C'est de dire comment ce mythe de la singularité vient travailler notre société et quelles sont les conditions de réalisation effective de ce mythe-là dans la réalité. Est-ce qu'elles sont là? Est-ce qu'elles sont crédibles? Et donc les étudier réellement. Quelles sont les limites absolues à ce mythe-là qui font que ça ne pourrait pas se réaliser? Là, l'envergure du débat devient intéressante et on commence à pouvoir, quand on parle d'alignement, quand on parle d'IA, à la fois profiter de la puissance émotionnelle qu'a ce débat-là et donc agiter aussi on va dire la dimension affective de l'humain et la mettre au service de travailler sur ces questions-là. Et en même temps, on peut se saisir rationnellement de ces questions-là et pas en faire des non-sujets dont on considérait que parce qu'ils sont nés dans la science-fiction, ils doivent y rester et que leur part d'imaginaire les met en dehors d'un débat sociétal réel. Je crois qu'on fait, moi j'entends partout dans la scène médiatique cette erreur-là, des gens qui défendent corps et âme l'IA générale comme une certitude, ce qui est complètement con. Enfin, si on a une certitude sur l'avenir, on n'a pas compris ce qu'est l'avenir, a priori. Donc, qui défendent ça corps et âme et qui souvent le défendent avec assez peu d'arguments, qui en effet sont parfois très irrationnels. Et puis d'autres personnes qui défendent le fait que ça n'arrivera jamais, c'est absolument certain, comme s'il n'y avait que ces deux, alors que c'est les deux positions les plus irrationnelles, hein, les deux qui sont en fait les seules qui ne peuvent pas être crédibles. Tout le spectre au milieu, je suis prêt à en discuter. Mais il faut que ce spectre puisse exister. La seule radicalité devrait être la nuance sur ces débats-là. Et encore une fois, je crois que le mettre dans l'ordre du mythe, dire que c'est de la science-fiction, donc c'est des façons, dès le départ du débat, de considérer que tout ça est dans le mauvais côté de la polarité. Et que on ne peut pas en débattre sérieusement. Si je peux me permettre d'orienter un peu la discussion, on a eu un premier point d'accord vraiment important, je trouve, sur l'aspect que ce n'est pas à quelques entreprises technologiques américaines de décider des valeurs du futur de l'humanité. Je me demande si là, on ne pourrait pas trouver une sorte de deuxième point d'accord sur le fait que, justement, ce débat qui est censé être entre quelqu'un qui dit que la singularité est un mythe et puis quelqu'un qui dit la singularité va arriver, en réalité, justement, est beaucoup plus complexe que ça. Et en réalité, tout ça n'est que probabilité. Il y a une certaine probabilité que cette super-intelligence advienne. Il y a une certaine probabilité qu'elle nous échappe. On ne sait pas exactement combien elle est. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas plus une question de, justement, degré sur un spectre plutôt que de non, ça n'arrivera pas ou oui, ça arrivera absolument? Oui, là où je suis d'accord, c'est que il ne s'agit pas de dire que ça n'arrivera jamais. Il s'agit de dire c'est un scénario parmi de multiples. Mm-hmm. Et il n'est pas plus probable que bien d'autres. Et c'est juste de ça dont il est question. Or, il y a un certain nombre de personnes qui affirment ces choses de façon péremptoire. Et ceux qui l'affirment sont en général les possesseurs de ces très grandes sociétés. C'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est sur la fonction du mythe. C'est que ça a toujours deux sens. Il y a le sens littéral, ce qui est raconté, et puis il y a un sens second qui nous dit autre chose. Et c'est bien ça qui est intéressant. Cet été, je relisais les mythologies de Roland Barthes, et c'est vraiment passionnant parce que il raconte tout ce qui... Alors, c'est
c'est le monde des années 50-60, parce qu'il écrit ça en 55. La déesse, par exemple. Alors, c'est pas la déesse au sens antique, c'est la voiture. Ou les catcheurs. Enfin, bon, il s'intéresse à ce qui fait le monde contemporain. Et puis, bon, il montre, bien sûr, que lorsqu'on le regarde, ça a deux sens. La voiture, elle nous dit deux choses. Le catcheur, c'est un spectacle, etc. Et je crois qu'effectivement, ce qui est important avec ces affaires-là, c'est de regarder le deuxième sens que ça a derrière. C'est-à-dire, qui c'est qu'ils racontent, quel est leur objectif lorsqu'ils le racontent. Et bien sûr, il y a des mythes qui sont extrêmement utiles, et on peut exhumer de très vieux mythes qui, peut-être, nous en disent aussi beaucoup sur la réalité contemporaine de l'intelligence artificielle. Par contre, il y a un mythe que je trouve assez extraordinaire dans l'Odyssée d'Ulysse, c'est celui du Cyclope, parce que c'est extraordinaire. Lorsque vous le relisez, on croit entendre Donald Trump parler. C'est-à-dire, il impose sa force comme ça, et il a un seul œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas capable de percevoir le relief, et il n'a aucune subtilité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Ulysse arrive à l'endormir. Alors, il lui donne à boire du vin. Et là, il lui dit je vais vous manger tous, parce qu'il a enfermé tous les marins dans la caverne. Il dit toi, merci pour le vin, et d'ailleurs, je te réserve un cadeau, et ce cadeau, tu seras le dernier à être mangé. Et après, il lui dit mais comment tu t'appelles? Et là, c'est là la subtilité d'Ulysse. Et je crois que c'est de celle-là dont il faut faire preuve aujourd'hui. Il lui dit personne. Qui, bien sûr, il joue sur les mots, parce que c'est un individu qui s'appelle personne. Et en même temps, lorsque le Cyclope a l'œil, Ulysse se débrouille à lui crever l'œil, il appelle tous ces autres cyclopes. À ce moment, il dit mais qui c'est? Il dit mais c'est personne. Il dit si c'est personne, peu importe. C'est la métisse. Voilà, exactement. La ruse d'Ulysse. La ruse d'Ulysse. Je me posais une question. À partir du moment où on part du principe que malgré tout, ce scénario a quand même une probabilité non nulle d'arriver. On ne sait pas exactement quelle est la probabilité, mais il y a une possibilité. À quel point est-ce que, étant donné les implications colossales qu'il aurait sur notre avenir, sur notre civilisation, à quel point est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il faut malgré tout s'y préparer, préparer nos institutions, préparer autant d'un point de vue politique, technique et philosophique, mais il y a à cette possibilité finalement. Un nombre très considérable de scénarios possibles, qui sont tous aussi tragiques. Et donc se préparer à un seul scénario, ça voudrait dire ignorer les autres scénarios possibles. Je crois que l'éthique, justement, c'est d'être vigilant, de regarder exactement ce qui est en train de se passer, pour ne pas imaginer un seul danger. Vous savez, en France, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, on avait un scénario. C'est qu'on allait passer par le Nord. Alors, on a construit la ligne Maginot. On a distribué toutes les ressources pour la ligne Maginot. C'était tragique parce qu'on n'est pas passé par le Nord, on est passé en avion, etc. Et le risque, c'est effectivement de construire des lignes Maginot et d'oublier les autres scénarios possibles. Alors ça, je suis assez d'accord. On a surtout besoin de se préparer à pas mal de scénarios parce qu'on ne peut pas se préparer à aucun. Je pense que la conséquence de cette idée-là ne doit pas être qu'on ne peut pas se préparer puisque il y a des catastrophes qui vont advenir, mais comme on ne sait pas de quelle heure elles sont, on ne peut pas se préparer. D'une part, il y a la capacité à préparer notre société à des catastrophes de façon générale. Pas à une catastrophe précise, mais à des catastrophes. Catastrophe, je veux enlever son caractère très négatif qu'il y a dans le grand public. C'est vraiment l'idée d'un moment où il y a une transition de phase assez brutale. C'est-à-dire qu'il y a un état A des choses et dans un laps de temps relativement court par rapport à la marge du monde, on passe à un état B qui est très différent. Ce qu'on a eu par exemple quand on est entré en confinement. C'était une catastrophe au sens où d'un coup, la marge du monde a brutalement changé. C'était une catastrophe relativement réversible, on l'a vu ensuite. Il y en a qui le sont moins. Les entrées en guerre, la plupart du temps, sont des catastrophes moins réversibles parce qu'elles laissent une trace très longue. Et on peut se préparer globalement à un état catastrophique, et que ça soit par l'IA ou par plein d'autres choses, catastrophe écologique, instabilité géopolitique majeure, etc., name it, on a l'embarras du choix en ce moment.
on peut préparer notre société à la logique de catastrophe, et on ne le fait pas. Aujourd'hui, on est dans une société, en tout cas en Europe, qui augmente sa lourdeur constamment. Et la lourdeur, c'est le pire qu'on puisse avoir. Ça peut très bien fonctionner quand on est en régime d'abondance et de certitude. C'était les 30 Glorieuses, les choses sont relativement prévisibles, donc si on est très gros, on est très fort et on peut avancer tranquillement. En période d'incertitude majeure, le côté extrêmement concentré, d'une part, des moyens, notamment exécutifs, et le côté va avec cette concentration une extrême décentralisation de la capacité d'agir. Donc c'est difficile d'avoir les deux en même temps, mais les systèmes qui arrivent à avoir de la résilience face aux catastrophes arrivent à combiner ces deux dimensions-là. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on fait. On a tendance à gagner en lourdeur et pas du tout, même si le mot est un peu galvaudé, en agilité. Et je crois que ça va être un très gros problème de façon générale face à l'intelligence artificielle, parce qu'elle est en train de changer le monde, qu'on le veuille ou non, de façon très brutale. Et donc, on a besoin de beaucoup plus d'agilité dans nos institutions. Au-delà de la question des catastrophes en général, celle pour moi, je ne vais pas dire de la singularité, c'est pas ce mot qui me va, mais de l'IA générale, elle a une crédibilité qui est... la singularité, j'en sais rien. Mais l'arrivée de systèmes d'IA dits généraux, c'est-à-dire des systèmes d'IA qui peuvent réaliser à peu près toutes les tâches cognitives qu'un être humain peut réaliser, si on le voit anthropomorphiquement, ou qui ont un degré de généralité tel que, même si c'est d'autres tâches, c'est comparable à la généralité de l'être humain. Ça reste anthropomorphique, mais bon, voilà. L'arrivée de ces systèmes-là, pour moi, il y a peu de doute qu'elle est imminente, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un énorme doute sur le fait que des systèmes d'IA fonctionnent comme des humains. Ça, peut-être que dans 100 ans, on n'en aura pas. Mais que des systèmes d'IA à un niveau de généralité extrêmement large, et par exemple que, parce qu'automatiser l'intelligence, entendue au sens vraiment intelligence plutôt rationnelle, etc., c'est automatiser d'une certaine façon la création de valeur dans un monde comme le nôtre qui est tertiaire. Le risque sur l'emploi, pour moi, il est largement sous-estimé. C'est pas du tout une technologie comme les autres au regard de l'emploi. C'est pas du tout une technologie qui crée des nouveaux emplois. C'est une technologie extrêmement destructrice. On n'est pas... ok, quand on automatise les tâches mécaniques, on va vers des tâches intellectuelles. Quand on automatise les tâches intellectuelles, on va vers quoi? On se dit oui, vers les tâches créatives. On a des systèmes d'IA qui font des radios, qui sont complètement autonomes pour piloter une radio à eux tout seuls, on lance des labels complètement gérés par IA. On a des IA artistes, etc. Alors la question de la créativité, c'est mon premier bouquin, je serais ravi d'en rediscuter, mais en tout cas, on a dans la production des objets créatifs une capacité des systèmes d'IA à prendre aussi une place majeure. On se dit c'est dans le care, dans le soin qu'on apportera aux autres. Pour ces deux dimensions, j'y vois une réalité, mais on voit aussi qu'en effet, il y a des choses très troublantes sur la psychologie, auxquelles j'ai pas envie de croire, mais honnêteté intellectuelle oblige, je regarde les papiers, je vois des résultats, etc., où on voit que il y a des systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour faire de la psychologie, et que à l'aveugle, les personnes qui les utilisent en sachant pas s'ils utilisent un système d'IA ou un psychologue en discussion, les systèmes d'IA ont des meilleurs résultats. Et donc, pour moi, qu'on croit ou pas à la singularité ne change rien au fait qu'on ait des systèmes informatiques qui ont un spectre de capacités qui commence à égaler pratiquement celui de l'humain, et qui a de grandes chances de dépasser celui de l'humain en termes vraiment de, justement, là, la question de la généralité, c'est le mot important, plus qu'intelligence peut-être, on y arrive. On pourrait dire des systèmes calculatoires généralistes. Ils calculent un peu tout ce qui peut être calculé. Et test de Church-Turing, il y a pas mal de trucs qui peuvent être calculés quand même dans notre univers, et notamment dans notre univers humain. Et donc, il y a évidemment des choses très humaines. L'authenticité du rapport au monde qu'on a. Un système informatique n'a pas le même être au monde qu'un être humain. Donc, si je discute avec Jean-Gabriel, je ne vais pas avoir la même authenticité de relation qu'avec un système d'IA. Je pourrais avoir une relation avec une IA peut-être, mais ça ne sera pas la même chose parce qu'il n'a pas le même être au monde que moi. Le système d'IA ne meurt pas, par exemple. Il y a pas quelque chose qui est commun. On a une humanité qui est commune. Ça, oui. Mais en termes de capacité, il n'y a pas grand-chose qu'un système d'IA puisse pas réaliser. Donc, pour moi, en ça, on est face à une catastrophe de société relativement imminente, dans la mesure où on ne se prépare pas du tout
à des choses comme... alors on parle parfois de revenu universel. Moi, je ne suis pas trop pour le revenu universel. Par exemple, la redistribution universelle des moyens de production, ça, c'est quelque chose qu'on réfléchit en Europe. C'est la question des communs. Et pour moi, ça, c'est une question qui devrait être majeure. Un politique qui ne met pas ça au cœur de son système par rapport à l'évolution du travail dans les prochaines années, je ne peux pas voter pour lui aujourd'hui. On va avoir une question qui ne va pas être une question posée à l'emploi, qui va être une question posée au travail en tant qu'institution. Donc en ça, il y a une singularité de société qui est devant nous, qui ne nécessite pas une singularité technologique avec un emballement transcendant de la technologie qui s'auto-améliore. Par contre, il y a le même niveau de profondeur d'impact avec une singularité que je vais appeler sociétale, et on peut la considérer que si on prend au sérieux la question de l'IA générale. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat. C'était vraiment passionnant, mais malheureusement l'heure tourne. Je suis obligé d'arrêter ici. Je sens que ça aurait pu continuer sur 2 heures encore, mais vraiment, il faut qu'on termine ici. En tout cas, un grand merci, Jean-Gabriel. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Et merci beaucoup, Flavien. Merci, de même, un grand plaisir.